Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le député de la première circonscription. Le député de la première circonscription, Nicolas Metzorf, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans notre studio alors que vous venez de rentrer sur le territoire. Comment s'est passée votre entrée parlementaire? Tout d'abord, vous avez retrouvé vos marques, vous siégez à nouveau dans le groupe Ensemble, il s'appelle Ensemble pour la République aujourd'hui. Voilà, c'est la nouvelle image marketing de la majorité présidentielle qui n'est plus majoritaire, mais qui s'appelle Ensemble pour la République. Bon, ça fait le groupe d'Emmanuel Macron, on va dire. C'est ça que ça veut dire. Justement, Emmanuel Macron, vous l'avez rencontré lors de votre séjour avec les trois autres parlementaires calédoniens, c'était jeudi soir pour nous. Est-ce que le président de la République a été surpris déjà que les parlementaires indépendantistes et partisans de la France viennent ensemble le voir pour une démarche commune? Oui, c'était le but recherché. C'était le but recherché parce qu'actuellement, en métropole, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les Jeux Olympiques, c'est les vacances, il n'y a pas de gouvernement, donc on est un peu en crise politique. Et donc le dossier calédonien, il n'est pas en dessous de la pile, mais il n'est pas en haut non plus. Et donc il fallait faire un peu de communication qui soit originale, entre guillemets. Et l'idée, c'était de se montrer ensemble partout où on pouvait, de manière à ce que ça interpelle l'État sur les demandes qu'on avait à faire et surtout qu'on parlait d'une seule voix sur les urgences économiques, sociales, humanitaires. Donc justement, ça qui peut surprendre, surtout vu d'ici, que vous ayez pu parler d'une seule voix. Vous avez les mêmes priorités, vous faites les mêmes demandes à l'État? Oui, alors j'ai été moi-même surpris, pour rien vous cacher, mais le député Tjibaou est très tourné sur l'urgence économique et l'urgence sociale. Et donc il demande beaucoup à l'État sur le fait que la France puisse nous aider à nous relever économiquement, socialement. Et donc ça permet finalement d'avoir les mêmes éléments de langage, les mêmes discours, les mêmes arguments à donner aux différents ministres. Donc c'est quelque chose de positif. Sur le rétablissement de l'ordre public, là, c'est plutôt votre secteur ou c'est aussi un souci des parlementaires indépendantistes? Pour rien vous cacher, c'est plutôt ma partie à moi dans les discours, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contradiction qui soit apportée lorsqu'on est ensemble par le député indépendantiste. Et alors justement, sur le rétablissement de l'ordre public, on sait que c'est une inquiétude en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez pu sensibiliser le chef de l'État? Est-ce que vous avez des réponses ou est-ce que vous êtes inquiet encore sur la manière dont les choses vont rentrer dans l'ordre? Non, ce qu'il y a de rassurant, c'est que j'ai trouvé que le chef de l'État considérait que c'était une priorité, le retour à l'ordre, parce qu'il analyse la chose de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il considère que tant qu'il n'y a pas de retour à l'ordre partout, c'est difficile d'avoir une négociation politique de qualité. Je pense qu'il a raison. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a maintenu le nombre de forces de l'ordre pendant les Jeux Olympiques. On avait très peur que beaucoup de forces de l'ordre rentrent avec les JO de Paris. Et puis finalement, les effectifs sont maintenus et ils seront même renforcés après les JO, c'est-à-dire qu'on aura encore plus de forces de l'ordre après les Jeux Olympiques. On a l'impression d'une petite accalmie depuis quelques jours. Il reste un point clé, c'est le Mont d'Or et Saint-Louis notamment. Est-ce que c'est une situation dont vous pensez qu'elle va pouvoir se résoudre? Ah ben elle va se résoudre. La question c'est comment elle va se résoudre. Est-ce que les habitants de Saint-Louis et du Mont-d'Or de manière générale vont dénoncer et aider les gendarmes à interpeller dans le calme, on va dire, ceux qui empêchent les Mandoriens de vivre normalement? Ou est-ce qu'il n'y aura pas de coopération de la population et puis la gendarmerie interviendra de manière un peu plus forte? Voilà, la question c'est comment ça va se résoudre. Mais ça va se résoudre. Il y a un point dont on a peu parlé, vous en aviez parlé jeudi soir quand vous étiez à Paris. Le président de la République évoque l'envoi de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Ça va se traduire comment? Et c'est une demande que vous avez formulée pourquoi? Parce qu'il y a trop de médecins et d'infirmiers qui quittent la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de soigner correctement tous les Calédoniens. Et donc, on a sollicité la réserve sanitaire auprès du président de la République. Ça l'a surpris. Vous voyez, ça fait partie un petit peu de la pédagogie qu'on doit faire à Paris, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément au courant de tout, en tout cas, ils ne réalisent pas tout. Et donc, on lui a dit, on perd trop de personnel médical, ça va nous poser des problèmes sur la santé des Calédoniens, il faut mobiliser la réserve sanitaire. Donc, il a dit qu'il regarderait ce qu'il peut faire et il en parlerait au gouvernement. Alors sur un plan politique, on retient deux annonces de cette rencontre. Le chef de l'État est partisan d'un report des élections provinciales. Elles doivent avoir lieu d'abord le 12 mai, ensuite avant le 15 décembre de cette année. Il y a consensus sur ce point? Je ne sais pas si les indépendantistes sont tous d'accord avec ça. J'avais vu des déclarations du Palika notamment qui étaient pour que les élections se tiennent en 2024. Mais en tout cas, nous, on a considéré, et c'est moi qui ai pris la parole sur le sujet, qu'il fallait reporter les élections en 2025 parce que, on n'avait pas les moyens de faire des élections aussi bien politiquement que
en termes de logistique, parce que je crois qu'on a d'autres choses en tête plutôt que d'organiser d'autres élections en Nouvelle-Calédonie. Et que deux, il fallait nous laisser le temps de se caler politiquement, à la fois chacun dans son camp, et ensuite camp face à l'autre, pour qu'on puisse trouver un compromis politique. Et on sait très bien qu'on ne pourra pas le trouver d'ici novembre ou décembre 2024. Mais alors la décision va être prise quand officiellement de ce nouveau report? Il faut attendre qu'il y ait un gouvernement en place. Il faut attendre qu'il y ait un gouvernement en place et qu'il mette dans les tuyaux une loi organique qui viendrait encore décaler les élections provinciales en 2025. Et que devient la question de la modification du corps électoral? On sait bien qu'on avait dit que de nouvelles provinciales ne pouvaient pas se tenir avec un corps gelé. C'est la raison pour laquelle il y a eu une modification du corps électoral, bon, qui n'a pas abouti, on s'en souvient. Et maintenant, comment ça se résout? Je trouve que le décalage des élections provinciales participe à les organiser avec un corps électoral qui soit dégelé. Puisqu'aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a que dans un accord politique ou par un référendum national. Mais c'est mieux dans un accord politique parce que le référendum national, on ne sait pas comment ça termine. C'est que dans un accord politique qu'on pourra dégeler le corps électoral, puisqu'aujourd'hui, avec la montée de la gauche à l'Assemblée nationale, on a perdu la majorité au Congrès de Versailles, très clairement. Et donc, il faut aujourd'hui poser le sujet dans une discussion plus élargie. Et donc, je crois que le décalage des élections provinciales va nous permettre de trouver les équilibres sur le sujet. En tout cas, il le faut. L'accord global, ça reste un objectif ou est-ce qu'après ce qui s'est passé depuis le 13 mai, c'est complètement exclu? Je ne parle plus d'accord, moi, maintenant. Je parle de compromis politique. Pourquoi? Parce qu'un accord, ça voudrait dire qu'on est d'accord sur tout, sur qu'est-ce qu'on doit faire de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un avant et après 13 mai, politiquement. C'est une évidence. Et je crois qu'il faut considérer aujourd'hui qu'on n'a pas la même vision pour la Nouvelle-Calédonie avec les indépendantistes, qu'on ne partage pas le même projet. Parce que nous, on voulait, par exemple, un peuple calédonien. De fait, j'ai cru comprendre qu'ils n'en voulaient pas, vu les exactions qui ont été commises. Et que donc, désormais, ça va être un compromis. Ça va être comment on fait pour qu'on puisse continuer à vivre en paix, même si on ne partage pas les mêmes aspirations pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que vous allez défendre au mois de septembre, puisque le président de la République a prévu là aussi, vous l'avez annoncé, la reprise des discussions. Ça va être possible? Vous allez être prêt à vous retrouver entre partenaires autour de l'État à Paris en septembre? Il faudra être prêt parce que de toute façon, il faut que la discussion politique vive. Parce que si la discussion politique ne vit pas, c'est dans la rue que ça se passe. Et on a vu les dégâts que ça pouvait occasionner. Donc il va falloir que le dialogue s'installe. J'espère que la mouvance indépendantiste modérée va prendre le pas sur la mouvance radicale. C'est important qu'on ait ces discussions parce qu'il va falloir proposer des perspectives aux Calédoniens. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que l'avenir est bouché. On ne sait pas comment la Calédonie va évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc il faut redonner de la perspective aux Calédoniens parce qu'on en a besoin. Et donc ça passe par des discussions politiques. Donc j'ai envie de dire, c'est une nécessité. Ce n'est pas seulement une volonté, c'est une nécessité qu'on ait ces discussions. Vous parlez des divisions du camp indépendantiste, vous souhaitez que ce soit les modérés qui prennent le pas. Et chez vous, chez les partisans de la France, vous pensez que vous arriverez à faire l'unité, à parler d'une seule voix? Il faut ramener tout le monde à la maison, là. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a plus le loisir d'être désunis, parce qu'on a vu aux élections législatives qu'on avait beaucoup moins de marge qu'auparavant sur l'électorat indépendantiste, et c'est peu de le dire. Donc on a besoin de tout le monde. C'est difficile parce qu'il y a une culture de la division chez les non-indépendantistes, parce qu'on a des personnalités fortes, tout le monde veut être un peu chef, tout le monde veut pouvoir dire que c'est lui qui va sauver la Nouvelle-Calédonie. Mais il va falloir apprendre à mettre un peu les égos de côté et à travailler ensemble parce que chacun peut apporter quelque chose dans le futur projet de la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai cru comprendre que le président de la République voulait élargir les participants aux négociations avec les communes, la société civile. Donc ça nécessite là encore une forte unité pour que tout le monde parle d'une même voix parce qu'il n'y a rien de pire pour les non-indépendantistes que d'arriver à la table des discussions et d'avoir des discours différents les uns des autres. Parce que alors là, les indépendantistes s'en servent allègrement. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Oui, c'est ce qui se passe depuis la disparition du RPCR en fait. C'est-à-dire que depuis que Jacques Lafleur n'a plus la main en Nouvelle-Calédonie, le camp non-indépendantiste est divisé, se fait la guerre, et du coup il n'y a plus de parole du camp non-indépendantiste, il y a des paroles. Alors tant mieux pour la démocratie, tant mieux pour la pluralité des idées, mais quand on arrive à une négociation, il vaut mieux qu'un camp ait le même discours, sinon on se met en difficulté. Dans un tout autre domaine,
Vous avez saisi la procureure de la République de Paris de faits de trahison par des élus de la République française qui entretiennent des intelligences avec une puissance étrangère. En fait, ça vise des élus calédoniens qui sont allés en Azerbaïdjan. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de cette démarche? Est-ce que vous Qu'il pensez que ça va être soit, suivi? qu'il soit convoqué par la justice. Non, mais je trouve ça mais ahurissant. Ahurissant, Elisabeth Noir, qu'après ce qu'on a vécu pendant plus de 2 mois, on a saccagé notre pays. Ils ont saccagé la Nouvelle-Calédonie avec l'appui de l'Azerbaïdjan. Et que suite à ça, on ait des délégations entières indépendantistes, dont un membre du gouvernement quand même, qui est censé représenter tout le monde, aille à Bakou pour remercier l'Azerbaïdjan du soutien qu'ils ont apporté à la CCAT. Non mais je veux dire, il y a un moment donné un peu de décence et au-delà de ça, stop. Ça a fait assez de mal. Donc la coupe est pleine. J'ai décidé, comme vous l'avez dit, de saisir la procureure générale de Paris parce que c'est de la trahison. C'est de la trahison. Ils ont été chercher une puissance étrangère qui a aidé des émeutiers à détruire la Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi, c'est de la trahison. Cette ingérence de l'Azerbaïdjan, on en est certain aujourd'hui. Enfin, Elisabeth Noir, c'est sur YouTube. C'est sur vous tapez sur Google Azerbaïdjan, Nouvelle-Calédonie et vous avez tout le dossier pour la procureure. Autre sujet dans l'activité économique, KNS vient d'annoncer son intention de licencier ses 1200 salariés, licenciement collectif pour raisons économiques. C'est une catastrophe supplémentaire pour la Calédonie, on a envie de dire. C'est une catastrophe pour les salariés de KNS déjà, c'est les premiers concernés. C'est une catastrophe pour la province Nord, c'est une catastrophe pour l'économie calédonienne parce qu'on va rajouter des chômeurs, on va encore une fois diminuer les recettes fiscales parce que les gens n'auront pas de salaire. Ça va augmenter le chômage, ça risque d'augmenter aussi l'exode vers la province Sud. J'en veux beaucoup, moi, à ceux qui ont refusé l'aide de l'État, et notamment au travers du pacte Nickel ces derniers mois. Parce que je pense que si on avait eu des subventions de l'État, les discussions avec d'éventuels repreneurs auraient été plus simples. Je ne dis pas qu'elles auraient été faciles, bien évidemment, parce que le contexte international fait que les usines sont en difficulté partout. Mais enfin, quand on saccage un pays, quand on est en difficulté en termes de compétitivité face aux Indonésiens, et quand en plus on refuse l'aide de l'État, on met toutes les chances de notre côté pour que l'usine ferme. Voilà. Et donc si on nous avait écouté, nous les loyalistes, il y a quelques mois, quand on disait de signer le pacte Nickel, eh bien peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui se sont opposés à ce pacte-là ont une lourde responsabilité dans la fermeture de KNS. Vous venez de rentrer de Paris, je crois que vous restez il y a assez peu de temps en Nouvelle-Calédonie. Vos priorités, c'est quoi? C'est obtenir le rétablissement de l'ordre? C'est continuer à sensibiliser l'État? C'est toujours les mêmes que lorsque je faisais campagne électorale, hein. C'est-à-dire je ne vais pas faire le contraire de ce que j'ai dit pendant la campagne. L'idée, c'est effectivement le retour à l'ordre public partout. 2, le soutien de l'État sur la relance économique, sur les questions sanitaires. Et puis 3, c'est la reprise des discussions politiques avec cette ligne de bon sens que j'évoque tout le temps, c'est-à-dire ne pas être un va-t-en-guerre, c'est-à-dire ne pas créer des situations de désordre, mais ne pas non plus être un bisounours, ne pas faire comme si rien ne s'était passé au 13 mai, et de surtout permettre à la Nouvelle-Calédonie d'avoir un statut qui protège les Calédoniens. On va dire que moi, mon ambition et mon obsession, c'est ça. C'est-à-dire comment faire pour qu'on ne revive plus ce qu'on a vécu. Et c'est très difficile de trouver le bon niveau, on va dire, de statut pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'on a fait 84-88, on a fait Matignon, on a fait Nouméa et on a quand même revécu ce qu'on ne voulait pas revivre. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir repartir avec les mêmes recettes pour que, en fait, on empêche nos enfants de vivre une nouvelle guerre civile. Donc, moi, l'obsession que j'ai, c'est de trouver un statut pour la Nouvelle-Calédonie qui permette à chaque Calédonien d'être en sécurité là où il est, pour qu'il puisse rester et qu'il puisse développer la Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, mais qu'il puisse élever ses enfants de manière la plus naturelle possible. Et donc, on va discuter entre nous, non-indépendantistes. Moi, je le souhaite beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des propositions qui avaient été mises sur la table, de Sonia Baquès notamment, qui s'inspirent de celles de M. Frogier ou de celles de M. Bretonnier. Il y a d'autres aspirations qui existent avec peut-être le sénateur naturel, du côté de Calédonie Ensemble aussi. Moi, j'ai pas peur de parler de ces gens-là aujourd'hui, de cette tendance non-indépendantiste-là, parce que si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec
ceux qui sont un peu plus modérés dans notre camp, finalement, on se mettra en difficulté dans les négociations. Donc il est important pour nous qu'on arrive d'abord à se convaincre entre nous avant d'aller convaincre les indépendantistes. Et en attendant, vous allez accueillir la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, qui arrive dans quelques jours. Oui, ça c'est une bonne chose. On l'a demandé au président de la République, la venue de la ministre. On l'avait demandé avant, bien évidemment, la rencontre, de manière à ce qu'on ait quelqu'un qui ressente un petit peu l'urgence calédonienne. Elle ne va pas venir annoncer grand-chose, la ministre. Elle va certainement annoncer des aides pour les entreprises en plus. Mais c'est surtout une prise de pouls de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie qui explique sa venue. Nicolas Mézorf, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.